Ok, donc là, on va enchaîner trois articles. On va enchaîner trois articles qui démontrent encore, comme d'habitude, quel est l'état de l'islam en Europe, à quel point c'est gangréné par les frères musulmans, que tous les gouvernements en fait sont à quatre pattes. Parce que là, il y a plusieurs personnes qui ont avait fait, dont j'avais lu aussi les témoignages ou une partie de leur enquête. Donc Rémi Brague, Florence Bergot-Blaclair et puis il y a aussi cette histoire de Roubaix. Ok, donc on va enchaîner ça. F de souche, l'islamisation du pays et de l'Europe. Rémi Brague, entre islamisme et islam, il y a une différence de degré, pas de nature. Les gens que nous appelons islamistes se considèrent eux-mêmes comme de vrais musulmans. Comme les vrais musulmans. Alors ça c'est Rémi Brague, courageux, à soutenir, et puis aller lire ses enquêtes. Le Figaro. Avec le terme d'islamophobie, on met dans le même panier la haine ou le mépris pour les personnes qui n'est jamais légitime et le regard que l'on peut porter sur une religion. On met sur le même plan des imbéciles et des savants. Rémi Brague. On va écouter un peu ça. Dans ce livre, vous commencez votre livre en parlant de la notion d'islamophobie. Vous êtes Oui, assez critique par rapport à cette notion. oui. Et justement, cette semaine, l'ONU a célébré la première journée mondiale de lutte contre l'islamophobie, créée l'an dernier par l'Organisation des Nations Unies sur proposition du Pakistan. La journée a été célébrée au Pakistan cette année. Bon, j'avais vérifié, il n'existe pas de journée mondiale contre la christianophobie. Ça n'a pas été encore inventé. Ouais, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce terme qui est repris Hallucinant, finalement quoi. par un certain nombre d'institutions internationales comme l'ONU, qui est quand même... J'ai essayé, justement, dans mon premier chapitre, où je me suis un petit peu lâché, je dois bien l'avouer, de démêler les différents sens de ce terme. Si ça veut dire vous n'aimez pas les musulmans, les musulmans de chair et d'os, bon, c'est un racisme bête, enfin, si j'ose ce pléonasme, je ne connais pas de racisme intelligent. Mais on met dans le même panier non seulement la haine ou le mépris ou je ne sais pas quoi pour les personnes, qui n'est jamais légitime, et puis le regard que l'on peut porter, non pas sur les personnes, mais sur une chose, parce qu'une religion, c'est une chose, c'est pas une personne, Exactement. c'est pas un sujet libre. Bon. C'est pour ça que Mélenchon, c'est une grosse merde pour avoir manifesté avec l'islamophobie, là. La manifestation, surtout à côté du Bataclan où ils ont crié Allah Akbar. Voilà. Donc c'est vraiment, on se fait mais tellement enculé avec cette histoire d'islamophobie. Mais c'est pas grave, il y a plein de gauchistes qui sont à fond et on continue de voir des dizaines, des centaines, des milliers de femmes voilées dans les rues de France. Même les Algériens, même les Tunisiens, quand ils viennent en France, ils sont étonnés. Il y a plein de vidéos comme ça. Et ah ouais, putain, elles sont encore plus voilées que chez nous, putain. Et là, on voudrait, si vous voulez, mettre dans le même panier les gens qui sont, comme je le répète, bêtement racistes, qui n'aiment pas, je ne sais pas, la cuisine, la friture, qui n'aiment pas le bruit, enfin le ramdam. Vous savez que ça vient Le du bruit et ramadan, l'odeur. puisque les nuits du ramadan se compensent, si je puis dire, la paralysie de la journée. Et puis, les gens qui, je ne sais pas, s'ils se disent, est-ce que le Coran est vraiment la parole de Dieu ? Est-ce que l'islam, en ses débuts, s'est constitué de la même manière que ce que nous racontent les historiens musulmans, ou est-ce qu'il faut chercher ailleurs ? Alors, on met sur le même plan, donc, des imbéciles et des savants. Oui. Et ça sert à condamner les uns injustement, alors que l'on condamne les autres justement. Alors continuons, je ne me prononce pas sur la nature intrinsèque violente de l'islam, je fais simplement remarquer qu'il est bizarre que le pape François puisse se permettre de distinguer ce qui est véritablement islamique et ce qui ne l'est pas. Et ce qui vous agace un peu dans le discours, quand vous essayez de déconstruire, ce mot est très à la mode, mais tous les poncifs un peu qu'on entend sur l'islam, et notamment cette idée qu'il y aurait un véritable islam qui serait, à chaque fois qu'il y a un épisode de violence, on dit voilà, il y a un véritable islam qui lui serait non violent. Vous citez par exemple cette phrase du pape François le 26 novembre 2013.
Face aux épisodes je la lis, hein, face aux épisodes de fondamentalisme violent qui nous inquiètent, l'affection envers les vrais croyants de l'islam doit nous porter à éviter d'odieuses généralisations parce que le véritable islam et une adéquate interprétation du Coran s'opposent à toute violence. Ça vous agace un peu, en dépit des bonnes intentions, parce que voilà, vous dites que finalement, dire que la violence n'aurait rien à voir avec le véritable islam, c'est un poncif. C'est le souverain poncif. Et bon, je ne me prononce pas sur la nature intrinsèquement violente ou intrinsèquement non violente de l'islam, mais je fais simplement remarquer qu'il est bizarre qu'un homme qui appartient à une autre religion que l'islam, et qui d'ailleurs a des fonctions, a les plus hautes fonctions dans cette religion catholique, puisse se permettre de distinguer ce qui est véritablement islamique et ce qui ne l'est pas. Enfin, que dirions-nous si, je ne sais pas, le Dalai Lama disait bon, le véritable christianisme, c'est ceci, et en revanche, tout le reste, ça n'est pas du véritable christianisme. On lui dirait, bon, puisque lui aussi serait sans doute sympathique, de même que le pape a l'intelligence de dire qu'il faut distinguer une religion de ses adeptes. Enfin, il commence par dire qu'il faut aimer tout homme, dont, entre autres, les musulmans. Mais on dirait au Dalai Lama, écoutez, vous êtes bien gentil, mais enfin, bon, c'est pas votre travail de vous prononcer. Je ne savais pas qu'il avait fait ça. Je ne savais pas qu'il avait fait ça, le pape François. La vie de Mahomet n'est pas un conte bleu. Dire qu'un homme violent serait un mauvais musulman est un peu embêtant, car il faut dire dans ce cas que le prophète lui-même a été mauvais musulman. Je recule devant l'idée de le dire. Oui, mais sans aller jusqu'aux musulmans, la foi islamique, l'islam comme religion, la distinction que fait le pape François et qui est très généralement faite, c'est que le problème de la violence n'est pas propre au contenu du Coran, à la pratique de l'islam. Il est une déviation illégitime d'une religion qui n'a rien à voir avec ça. Sur cette question, ce n'est pas votre réponse. J'ai eu l'occasion de faire remarquer à quelqu'un qui me faisait cette objection. Ouais, c'est un peu la différence d'avoir un prophète qui s'appelle Mahomet et un prophète qui s'appelle Jésus, même si bon, moi je suis pas du tout croyant, j'ai un peu rien à foutre. J'ai pas besoin de ça pour savoir qu'est-ce qui est juste ou pas. Pas besoin d'une religion, mais si tu démarres une religion avec un mec qui donne du pain à tout le monde et qui aime ton prochain par rapport à un guerrier, c'est un peu... voilà. Que le prophète Mahomet, tel que nous le dépeint sa biographie officielle, ce qu'on appelle la Sira, c'est un texte qui a été rédigé un siècle et demi après les faits, les faits qu'il prétend rapporter. Bon, en tout cas, le modèle du prophète, la vie du prophète, n'est pas, un pur conte bleu. Il y a des épisodes violents. C'est un guerrier. Et alors, dire qu'un homme violent serait un mauvais musulman, c'est un peu embêtant, parce qu'il faudrait dire dans ce cas que le prophète lui-même a été un très mauvais musulman. Ce qui, évidemment, je ne me permettrai pas, je ne veux pas mourir. Je ne peux plus la dire. Je recule devant l'idée de le dire. Alors, l'Occident doit beaucoup à l'islam. Aucune civilisation n'a jamais apporté comme un livreur de pizza quoi que ce soit à une autre civilisation. C'est plutôt la civilisation réceptrice qui prend ce qui lui convient. Est-ce que, selon vous, effectivement, l'Occident doit beaucoup à l'islam Alors, très intéressant tout ça quand même. Il y a une chose absolument évidente, c'est que pendant la période que nous appelons Moyen-Âge, concept qui n'a aucun sens en historiographie islamique, oui. Pendant la période qui correspond à notre Moyen-Âge, la médecine, les mathématiques, dont l'astronomie faisait alors partie, il n'y avait pas d'astrophysique, la botanique, des quantités de sciences comme ça, étaient dans le monde islamique beaucoup plus développées que dans ce que nous appelons maintenant l'Europe. Ça, c'est un fait auquel on ne peut pas nier, que l'on ne peut pas nier, pardon. Bon, même chose pour la philosophie.
hein. Les œuvres d'Aristote avaient été traduites, il les commentait, il les prolongeait, éventuellement il les critiquait. Bon, le niveau, disons, de civilisation du monde islamique était nettement plus élevé que celui de l'Europe à l'époque. Bon, ça c'est une chose. Mais ce contre quoi je me permets d'élever quelques objections, c'est le vocabulaire dans lequel on formule ça. Vous avez employé deux mots qui, me semble-t-il, nous induisent en erreur. Vous avez parlé d'apport. Qu'est-ce que ça veut dire apporter? Si je vous apporte la bouteille, bon, voilà. Bon, aucune civilisation n'a jamais apporté, comme un livreur de pizza, quoi que ce soit à quelque autre civilisation que ce soit. C'est plutôt une civilisation, la civilisation réceptrice, qui prend ce qui lui convient dans la religion de départ. Même chose pour l'idée de dette. Hein. Si je vous emprunte 10 euros, vous les perdez, ces 10 euros, pendant tout le temps qui sont en ma possession. Et ensuite, je vous le dois, c'est-à-dire que je vais devoir vous le rendre. Parce qu'il s'agit de choses matérielles, enfin, un bout de papier, qui a une valeur symbolique, etc. Bon, mais les choses de l'esprit, Parle bien, lui. Hein. les éléments de civilisation ne sont pas des choses, ce sont des réalités spirituelles qui n'appauvrissent pas celui à qui on les prend. Oui. Hein, et une fois qu'on leur a pris, je ne sais pas, une fois que Jean Duns-Scott, le philosophe, s'est servi d'Avicenne, Avicenne, il est resté. Oui. Bon, De rien. une fois que, je ne sais pas, Thomas d'Aquin a utilisé les commentaires d'Averroès sur Aristote pour écrire ses propres commentaires sur le même auteur, il n'a pas volé les choses. Hein. Donc des objets, on peut les rendre. Pourquoi, on en parlait récemment, hein, les Anglais pourraient à la rigueur rendre les fresques du Parthénon. Oui. Parce que c'est des choses, des objets. Bon. Mais des réalités d'ordre spirituel. Et puis la rationalité. On entend dire parfois, c'est les Arabes qui nous ont apporté la rationalité. Oui. Et la rationalité est-elle un sac de patates? Enfin, Et alors en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est comment il se fait qu'à un moment donné, les Européens, enfin les élites européennes, disons, se sont dit, tiens, ça pourrait être intéressant ce qu'ils ont, ces gens-là d'à côté, on va aller prendre ce qu'il nous faut. Ok, très intéressant tout ça. Des extraits, moi j'ai pas accès à ça là, c'est des vidéos Figaro là. Donc continuons avec Florence Bergot-Blaclair. Blaclair, voilà, j'aimerais bien arriver à le prononcer, menacée de mort et virulemment attaquée par des universitaires islamo-gauchistes suite à la publication de son livre sur les frères musulmans. Alors que bon, c'est un travail de 30 ans quoi. Hein. Son livre sur les frères musulmans vaut à Florence Bergot-Blaclair des menaces de mort, des attaques nourries par l'accusation d'islamophobie qui permet de désigner des cibles en se faisant passer pour un antiraciste venant d'universités alliées des islamistes. Rien à dire le CNRS? Céline Pina. Donc il y a eu un dépôt de plainte apparemment. Alors Thibaut de Montbéliard, c'était plainte déposée ce matin pour menace de mort contre Florence Bergot-Blaclair. Les attaques publiques des islamistes depuis la sortie de son livre sur les frères musulmans franchit un palier dangereux. L'islamophobie est une cible dans le dos de ceux qui dénoncent l'islam. Nos pays en Europe, habitués à célébrer les morts assassinés, ne défendent plus leurs vivants. Le génie de l'islamisme est d'avoir désarmé l'Occident et sa perversité a retourné nos valeurs contre nous. Le suicide de l'Occident est en marche. Où est Charlie Hebdo? Ouais, c'est pas mal là ce qu'il dit lui. Je suis assez d'accord. Et donc c'est quoi ça? Donc la peine de mort, on verra qu'il y en a encore d'autres. Où est Charlie? Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Tiens, je vais garder de côté ça. Tac, et donc, alors continuons. Atlantico, Florence Bergot-Blaclair, qui vient de publier Le Frérisme et ses réseaux, une enquête nourrie sur l'entrisme des frères musulmans en Europe, ce qui est absolument passionnant. Hein, c'est génial, il faut absolument le lire. Est victime d'une forte campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Sur quoi est-elle attaquée? Fadila Maharoufi. Je sais pas qui c'est elle en fait. Florence Bergot-Blaclair a écrit un ouvrage brillant sur le frérisme.
Une analyse fine qui permet de comprendre le fonctionnement idéologique et stratégique des frères musulmans en Europe. C'est la première fois qu'un chercheur du CNRS le démontre de façon claire et dépassionnée en nous faisant comprendre comment les frères musulmans pensent ce qu'ils ont, en tête. Et évidemment, cela ne plaît pas aux concernés, mais aussi à tous ceux qui les ont protégés et couverts, et notamment dans les universités. Ce n'est pas un hasard si François Burga a lancé cette attaque contre Bergo Blaclair, ce directeur de recherche du CNRS et de l'IREMAM. Ah, si t'enlèves, il y a imam dedans. Maintenant la retraite, a toujours soutenu les frères musulmans et continue de le faire cette fois en attaquant son ex-collègue qui, elle, a dû travailler dans l'ombre à contre-courant. On peut remarquer que ces attaques et celles du Souhail Chicha, ah ben putain lui, avec qui il a partagé cet article audio de Mediapart, n'ont rien à lui reprocher sur le fond, alors il lance des anathèmes. Extrême droite, nazi, sioniste. Il en est de même pour Rafik Shekat, qui a comparé l'auteur à Drummond, dans un texte délirant que la revue d'Alain Grèche, Orient 21e, a publié. Ces textes sont tellement mauvais qu'il n'y a qu'une explication, elle a touché juste et il panique. Qui sont les artisans de cette campagne? S'agit-il uniquement des fréristes ou trouve-t-on aussi des profils différents? Islamistophiles et idiotiles ou autres? Islamistophiles, j'avais jamais lu ce terme. François Burga est un compagnon de route sur lequel Florence Bergo Blaclair a écrit des pages éclairantes dans son livre. Chicha est un militant indigéniste belge de la sphère frériste, un peu comme Ouria Boutelja en France. C'est lui qui a lancé le Bouka Blabla contre Caroline Forrest. C'est un colérique dangereux qui avait dans son équipe deux personnalités belges sulfureuses comme Nordin Saidi, militant décolonial et fondateur de Bruxelles Panthère, et le djihadiste Abdelou Boudami. C'est que des noms magnifiques, hein. Ça fait plaisir de savoir qu'ils sont en Europe. C'est extrêmement grave parce que cela signifie que lorsque vous faites un travail sérieux sur les dérives de l'islam, vous êtes presque certain d'être attaqué. Même sûr et certain, je vois pas pourquoi presque. La question à se poser maintenant est quelles seront les conséquences aussi bien pour l'intégrité physique que sur le plan professionnel pour Florence Bergo Blaclair, qui va se mobiliser et la soutenir en politique, les universités, le CNRS, les académiciens, les intellectuels, les médias. Pour l'instant, personne n'en parle, hein, il faut être sur F the Souche pour entendre parler de ça. Donc voilà, l'enjeu est la liberté de conscience et la liberté académique qui est mise à mal depuis plusieurs décennies. Il n'est plus possible de former des étudiants dans ces conditions. Que faire face à cela? Il faut que la presse en parle pour interpeller les politiques et le CNRS afin que Florence Bergo Blaclair puisse jouir d'une protection et prendre des mesures fermes sur ces attaques graves qui conduisent à des conséquences graves. Ces attaques la ciblent publiquement, comme pour l'affaire tragique de Samuel Paty, Charlie Hebdo et tout le reste. Elle vient de recevoir une menace de mort. Cela peut nuire à sa réputation en tant que chercheuse, ce qui aura comme conséquence une mise à l'écart, se voir refuser des postes ou monter en grade et la suppression de financement pour ses recherches. Le silence nous rend complices. Bravo, ça est bien cette dame-là. Fadila Maharoufi. C'est bien ça. Qui est François Burga? Observatoire du fondamentaliste à Bruxelles, frérisme les pages consacrées à Florence Burga dans le frérisme et ses réseaux méritent telle la campagne de déstabilisation organisée par lui contre elle, accusation d'extrême droite et tout ça. Lisez et faites-vous votre opinion. Donc il y a Louisi Mohamed aussi qui se bat pas mal. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations là pour montrer. Voilà, François Burga, putain, cette saloperie là. L'ONU tout entière appelle à se mobiliser contre les thèses nauséabondes de Florence Blaclair. Putain, l'ONU, pas sûr que ça suffise. Ah, elle a répondu en plus. Allez, shot patate la madame. Putain, saloperie quoi. Les mêmes habitants, ouais. Bon, en tout cas, voilà, il faut lire, il faut voir. En gros, si les médias n'en parlent pas, c'est qu'ils sont complices quoi. C'est intéressant parce qu'avec le travail qu'elle a fait, Florence Bergo Blaclair, c'est qu'elle montre en fait la réalité et en gros, aucun média n'en parle à part bien sûr un peu Sud Radio, il y a eu un peu sur CNews, Le Figaro, voilà. Donc des fascistes, hein. Et donc pour terminer sur cette partie bien de l'islam frériste et islam radical en Europe et en France en particulier, où on se fait noyauter depuis 30 ans et on se fait enculer à sec et que personne réagit. Vous vous rappelez du reportage Zone Interdite sur Roubaix, où on voyait l'islamisme, la ville complètement islamisée, mais un truc de malade. Eh ben, Zone Interdite sur l'islam radical, 10 individus arrêtés pour harcèlement aggravé.
10 personnes ont été interpellées ce mercredi 15 mars pour harcèlement aggravé. Elles auraient menacé et harcelé Amin El-Bailly, donc c'était celui qui était, c'est un LR je crois, à la suite de son témoignage diffusé en janvier 2022 dans un reportage de Zone Interdite sur l'islam radical. Des menaces prises au sérieux. 10 individus ont été placés en garde à vue mercredi 15 mars dans le cadre de l'enquête ouverte pour harcèlement aggravé qui fait suite à la diffusion en janvier 2022 d'un reportage de Zone Interdite sur l'islam radical, rapportent nos confrères du Figaro. Pour Amin El-Bailly, le contre-reportage de Mediapart sur OB confirme les révélations de Zone Interdite. Alors, il aurait menacé et harcelé à plusieurs reprises Amin El-Bailly, qui avait témoigné dans l'émission tournée en partie à Roubaix. Le militant associatif avait déposé plainte après avoir reçu de nombreuses menaces de mort sur les réseaux sociaux. Des soupçons d'islam radical dans une association. Bah, dans une seule association, tu fous de ma gueule, putain, tu la vois là, la ville de Roubaix, t'es là, c'est bon quoi, t'es en Afghanistan quoi. Dans cet épisode de Zone Interdite, Amin El-Bailly avait pointé du doigt l'association Ambition et Initiative pour la réussite. Les noms, putain, pour nous mettre des quenelles. Il soupçonnait l'organisation censée dispenser des cours de soutien à Roubaix dans les Hauts-de-France d'enseigner à la place le Coran en prêchant l'islam radical. Donc là, il y avait eu tout ce reportage avec Amin El-Bailly, donc il avait dû être reçu par VA. En parallèle, une seconde enquête a été ouverte concernant les menaces de mort reçues par Ophélie Meunier, journaliste de M6 et productrice de l'émission. Ce dossier est traité par le parquet de Nanterre et la brigade de répression de la délinquance aux personnes de la police judiciaire de Paris. Ce reportage avait déjà fait parler de lui en janvier dernier, un an après la diffusion. Deux personnes interrogées dans le cadre de l'émission avaient alors porté plainte, dénonçant une escroquerie de la part des auteurs du sujet et de la chaîne. Voilà. Donc là, on peut voir avec tous ces articles que l'islam radical, l'islam des fréristes, l'islam se propage partout en Europe et que, en gros, personne ne fait rien. Des gens sont menacés de mort, voire sont déjà morts avec tous les morts qu'il y a eu. Mais c'est pas grave, tout va bien, on continue, Madame la Marquise, tout est très bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à faire monter, à commenter pour toujours montrer plus que l'islam, elle nous défonce la gueule, elle nous prend par derrière et nous, on ne fait rien et on laisse potentiellement des gens mourir. Puisque là, ça fait quand même beaucoup de menaces de mort, comme on peut voir. Et donc, qu'est-ce qui va-t-il se passer